Bonjour, c'est Zoé de Louis. À chaque fois que je voyage en train, je me fais la réflexion que c'est un moment assez particulier. J'observe les gens autour de moi et je me demande qui ils vont retrouver à l'arrivée. Cette petite fille qui va peut-être visiter sa grand-mère, ce couple qui part en escapade pour mieux se retrouver, ou encore ce groupe de copines un peu bruyantes qui ont l'air de ne pas s'être vues depuis longtemps. Je trouve les arrivées en gare toujours émouvantes et j'adore assister aux retrouvailles de tous ces inconnus. Et à chaque fois que je voyage en train, je réserve mon trajet sur SNCF Connect, l'application qui réunit les mobilités durables et qui soutient cette saison de pépites. C'est donc SNCF Connect qui me permet de vivre et de contempler ces beaux moments de connexion et de retrouvailles. Je vous souhaite un très bon épisode de Pépites qui vous apportera aussi des petits morceaux de vie de nos invités. Merci à SNCF Connect pour leur soutien et bonne écoute. Louis. L'idée, donc, c'est un podcast culture que je vais présenter avec Sébastien Thème. On alterne tous les deux, on fait chacun des épisodes. Et l'idée, c'est de faire des portraits d'artistes dont on trouve le parcours singulier. Bon t'as tout dit Agathe, hein. T'es vachement... Convaincante ? Ouais, absolument. Mais t'as pas donné le nom du podcast en revanche. Ah ouais, c'est Pépites. On va partir tous les deux à la rencontre d'artistes en or massif même. Ouais, l'idée, c'est toutes les semaines de vous offrir une conversation intime, à vous auditeurs et auditrices, chez nos invités. Ah oui, une semaine toi, une semaine c'est moi. Et pour découvrir leur travail, on a choisi de rentrer dans leur vie. Ouais, enfance, amour, famille. Ouais, secrète famille. Coup dur, coup bas, coup de cœur. Ouais, et comme c'est des artistes, ce qui est intéressant, c'est que ça nourrit leur œuvre, leur pratique artistique. Y'a plus qu'un ? Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par ce titre de spectacle ? Pourquoi Irréprochable ? Je l'ai appelé Irréprochable parce que c'est quelque chose que j'ai souvent essayé d'être quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, etc. Et le petit garçon un peu lisse, qui fait pas trop de vagues, dont on parle pas trop parce qu'il fait toujours tout bien, etc. Et en fait, je me suis aperçu, mais genre très tardivement, genre vraiment il y a 3 ans, que en fait on était beaucoup plus heureux à ne pas jouer à l'être et à juste accepter de faire des erreurs et en fait de dire non parfois, de déplaire aussi à certaines personnes et qu'on était beaucoup plus en paix avec soi-même dans ces cas-là, quoi. Est-ce que tu dirais que t'es une meuf irréprochable, toi ? Ouais, non. Non. Trop de pression ? Je suis humaine. Ça te déçoit ? T'es un peu déçue. Je suis pas du tout déçu, tu ne me déçois jamais, Agathe. Et si je te pose cette question, c'est parce que pour ce premier épisode de Pépites, on va en parler avec Tristan Lopin, humoriste. C'est le titre de son spectacle. Alors Tristan Lopin, vous le connaissez certainement pour ses vidéos sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il a longtemps cherché à être un garçon modèle, mais parfois il faut comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et oui. Donc on peut pas être irréprochable, quoi. C'est un peu ça dont vous avez parlé. On peut être irréprochable et humain. C'est pas parce qu'on est irréprochable qu'on est parfait. Ouais, c'est ça. Son stand-up est déroutant puisqu'il raconte qu'il a été victime de violences sexuelles dans l'enfance, donc pas le sujet le plus hilarant, mais ça l'empêche pas de nous le raconter, et il fait bien d'ailleurs, un spectacle qui donne à voir partout en France. On a parlé de ses parents, parfois plus en avance que lui, sur les questions LGBTQIA+, de la violence de certains hommes et d'amour avec un humoriste irréprochable. Je suis Sébastien Thème. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans Pépites. Irréprochable pour moi, ça veut dire quelqu'un qui fait toujours les choses bien, qui est toujours là pas là où on l'attend, mais en tout cas quelqu'un qui déçoit jamais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'irréprochable pour moi, en tout cas comme moi j'ai voulu l'être pendant longtemps, c'est quelqu'un à qui on ne peut rien reprocher. Et moi, c'est souvent ce que j'ai voulu être, c'est quelqu'un à qui on peut jamais dire ah, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Non, parce que j'ai tout fait pour être, voilà. Et à quel point c'est agréable de se libérer et de sortir de ces chaînes si c'en est. C'est agréable parce qu'on n'est plus esclave du regard des autres, quoi. C'est ce que je dis au début du spectacle, d'ailleurs. C'est, moi, ce qui me fait le plus peur dans la vie, c'est le regard des autres. Et d'un coup, de dire non, en fait, non, j'ai pas envie de venir là où je serai pas dispo et en fait, j'ai pas envie de faire ça ou quoi. Il y a vraiment un truc assez libérateur de se dire, en fait, mon désir est tout aussi légitime que le désir des autres que je vienne ou que je sois à cet endroit-là, etc., quoi. Donc, oui, il y a un truc très libérateur, surtout pour quelqu'un qui l'a découvert à 33 ans, quoi. Je voulais aussi qu'on parle du spectacle que j'ai trouvé très beau. Et j'ai trouvé ça aussi, je dois le dire,
très novateur. Et je crois pas avoir vu ça, ce que tu fais sur scène. Et je crois aussi que peut-être, je dirais pas spectacle post-MeToo, tout ça, mais en tout cas, il y a un truc qui est lié à pourquoi on fait rire et comment on fait rire. C'était, de toute façon, moi, je l'ai écrit, post-MeToo quand même, si. Et aussi pour pouvoir justement aborder ces sujets-là, qui en tout cas le viol dans le spectacle, sur un ton différent que celui avec lequel on avait pu en parler au moment de la libération de la parole, justement, où c'était toujours des conversations ou des podcasts, des sujets, des émissions sur un ton très lourd, ce qui est normal parce que le sujet est un sujet compliqué, etc. Mais d'un coup, moi, je me suis dit, ok, déjà la parole d'un homme, en fait, on n'entend pas si souvent que ça, et sur un ton comme ça cynique et d'humour noir, je pense que c'est aussi important aussi pour les gens qui ont été victimes, et pour les gens qui ne l'ont pas été mais qui s'intéressent au sujet, ou les gens de manière générale, de pouvoir aborder le sujet différemment que sur ce ton un peu dramatique, parce que c'est un sujet dramatique, mais dans l'acceptation de ce qui nous arrive, dans la résilience et dans le fait d'avancer quand on a vie de manière générale, il y a aussi cette capacité à en rire, quoi. Je crois que quels que soient les événements qu'on traverse, qui sont parfois dramatiques, les gens, d'une manière ou d'une autre, arrivent toujours à en rire, je crois. Ça fait partie du processus de guérison, je crois. Pour moi, en tout cas. Comment s'est passée ta première fois? Ça, c'est gênant de ouf, alors. Tellement mal. C'est de mettre une note sur une échelle du bonheur de 0 à 10, tu mettrais combien? Hein? C'était un inceste? Non, mais c'est pas grave. Enfin, on peut en parler, quoi. Pourquoi 1? Non, mais 1, c'est fort. Hein. Ah bah ouais, mais j'ai eu mal. Oui, t'as eu mal. Enfin bon, ça, c'est le lot de beaucoup de gens, hein, quand même. Hein. C'est pas forcément de sa faute, quoi. Mais 1. Ah ouais, il était si mauvais que ça, quoi. Enfin, elle va vite redescendre que je vais lui raconter la mienne, là. Hein. Moi, si je vais mettre une note pour ma première fois, à la base, j'avais prévu 1, mais du coup, ce serait moins, certainement. Et c'est vraiment pour la beauté du geste, hein. Parce que autant au niveau déco, c'était sympa, il avait mis des bougies à la figue sur le sol. Et moi, j'adore la figue, je trouve que ça donne un côté cocooning, j'aime bien. Autant niveau ambiance, j'avais 13 ans, lui 35. Ça piquait un peu. Ouais. Et je parle pas du goût. Je crois aussi, peut-être que ce que tu arrives à faire, c'est un truc qui est aussi lié et qui peut-être nous manque à toutes et à tous collectivement, qui est l'empathie, en fait. Et je pense que peut-être le truc le plus difficile dans l'époque dans laquelle on vit et qui nous permettra en fait tous de nous approcher les uns des autres, c'est de ne pas avoir de défaut d'empathie, de pouvoir aussi peut-être prendre chacun ses responsabilités individuelles par rapport à un récit personnel. Ouais. Et en même temps, je trouve que tu nous ménages vachement. Et je trouve ça très beau, quoi, comment, par la rupture, par comment on progresse dans ce récit, tu nous permets aussi, à des moments, de nous emmener avec toi, et à des moments aussi de nous dire, attendez, c'est peut-être too much. Comment t'as écrit ça, et tu vois, d'avoir pensé ce rythme-là? C'est un exercice d'équilibriste, hein, parce que, il y a à la fois, moi, de manière très pragmatique, sur ce sketch-là, en tout cas, qui dure 10 minutes sur le spectacle d'1h30, donc bon, c'est pas non plus tout le spectacle, mais sur ce sketch-là, c'est vraiment, il y a tout le côté très factuel de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, du procès, etc. Et donc, moi, je me souviens très bien de ce moment où j'écris en me disant, bon, ce dont je me souviens, ce qui est vraiment déjà un exercice assez compliqué, parce que quand il y a des traumatismes comme ça, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. Et d'un coup, je me revois en train d'écrire ce dont je me souviens, écrire en me disant, du coup, je vais écrire là-dessus, me dire, c'est pas drôle du tout, c'est l'enfer, en fait. Et du coup, là, réfléchir à quel moment je peux y rajouter des trucs qui sont drôles, des respirations, en fait, pour que les gens se disent pas, mon Dieu, mais je suis en train d'assister à un seul en scène sur le viol et c'est l'enfer. Et que ça puisse parler aux gens dans un espèce de quotidien avec des références qui sont très, qui touchent tout le monde, quoi, sur des choses assez anecdotiques qu'on retrouve souvent dans le stand-up, dans l'humour de manière générale, qui sont des choses, je sais pas, qu'on peut dire, quand on invite des potes bobos à dîner, quand on va chez Ikea, enfin je sais pas, des trucs un peu vraiment quotidiens, et de les inclure dans ce sujet qui touche pas tout le monde, mais qui du coup devient assez universel, quoi. Enfin en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça m'a fait penser aussi à une pièce, mais tu me diras peut-être pour tes références, mais ça m'a fait penser à un spectacle de Sylvie Joly
Tu sais, c'est Catherine où elle fait la la grande bourgeoise qui raconte comment elle décore son redécore à l'envie son appartement, tout en racontant quand même à quel point elle est pas très sympa avec ses enfants, particulièrement avec sa fille, et comment il y a une espèce d'aller-retour comme ça entre quelque chose de totalement quotidien et en même temps percevoir quelque chose de violent, de dur. C'est quoi tes références, toi, en termes d'humour? En tout cas, moi, quand j'étais petit, mes parents me montraient beaucoup de spectacles de, Elie Kakou, Les Inconnus, Muriel Robin, etc. J'ai eu Valérie Lemercier aussi, pas mal. Il y a eu Forestier. Et je pense que quand j'ai écrit ce spectacle-là, c'était un moment où il y avait beaucoup Blanche Gardin. Que moi, c'était un humour que je trouvais très drôle, mais où je me suis toujours dit, c'est pas le mien, en fait. C'est pas, en tout cas, ce sur quoi on m'attend, parce que le premier spectacle était quelque chose où je donnais l'image de quelqu'un de très solaire, de très bienveillant, très souriant, etc. Et je sais pas, d'un coup, j'ai repensé à tout ça, enfin, en tout cas, à cette histoire de viol, etc. pendant le premier confinement, où moi, je sortais d'une période de grosse déprime, où vraiment, j'allais pas bien du tout. Et puis je me suis dit, mais est-ce que je pourrais pas m'autoriser en fait à faire autre chose, à écrire autre chose, parce que j'avais le sentiment que souvent quand les gens écrivent un deuxième spectacle, on les attend les gens font un peu la même chose, j'ai l'impression. Souvent c'est quand même vraiment la même énergie, les mêmes thématiques, souvent un peu. Et je me suis dit, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai envie que les gens se disent, waouh, en fait c'est vraiment genre complètement différent et montrer une autre facette. Et en fait moi j'arrive pas à écrire si c'est pas quelque chose qui, sur le moment de l'écriture, qui me touche, qui m'habite, etc. Et en fait, à ce moment-là, moi, c'est mon producteur qui m'a appelé, il m'a dit, t'as pas envie d'écrire un nouveau spectacle, vu qu'on termine le premier et que t'es sur une bonne lancée. Et moi, j'ai dit, ouais, mais par contre, en fait, la lancée émotionnelle sur laquelle je suis là, c'est un truc qui va être très sombre. Et en même temps, il a rien voulu lire. Il m'a dit, j'attendrai de voir la première. Donc moi, je lui dis, ok, mais ça va être très différent. Et en même temps, j'étais hyper content de me dire, en fait, je me suis vraiment dit, moi, l'humour, c'était pas le truc que je voulais faire à la base. Enfin, je suis tombé un peu dedans par hasard et ça marche et je trouve ça trop charmé parce que j'adore écrire et j'adore le public. Enfin, c'est vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouis beaucoup. Mais je me suis dit, en fait, le premier spectacle a marché. Si le deuxième, où je fais exactement ce que je veux faire et je suis exactement là où je veux être à ce moment-là, il marche pas, tant pis, en fait. Parce que j'ai pas envie de faire autre chose et j'ai pas envie d'écrire un spectacle juste pour remplir des salles et que ça plaise aux gens parce que c'est facile. Donc je me suis dit voilà, on tente le truc et puis on verra. Je préfère le risque à la tranquillité. Je préfère le risque à la popularité. Non mais parce que je trouve qu'il y a vraiment des gens je ne citerai pas de nom, mais il y a vraiment des gens qui font des spectacles où c'est tellement facile, c'est tellement attendu et c'est tellement pas original et je crois que là, il y a beaucoup de gens qui essaient de se déconstruire, d'autres pas du tout, j'ai l'impression. Et je pense que l'humour, ça sert aussi un peu à éduquer les gens. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans l'humour qui préfèrent se servir du tunnel un peu de clichés, de trucs très attendus, dans lesquels les gens baignent, plutôt que de leur offrir autre chose, quoi. Parce que juste, il y a de la thune à se faire là-dessus, quoi. Je me dis quand même, tu fais rire les gens, t'es devant eux, tu dis des trucs. Enfin, déjà, faire rire les gens, c'est vraiment pas facile, je pense. Enfin, c'est peut-être le truc le plus dur, j'imagine. Pour moi, c'est pour moi, c'est vraiment ce que je porte au nu. C'est vraiment le truc le plus dur parce qu'en fait, quand tu fais ça et t'essayes de les émouvoir. Tu fais ça et t'as un super rythme. Tu fais ça et t'as un super compteur. Donc en fait, c'est pas juste faire rire. Ça prend plein de choses en compte, donc ça nécessite d'être aguerri, quoi. Pourquoi les gens refusent de se déconstruire, Tristan Lopin? Parce que je pense que ça fait chier de se déconstruire. Enfin, d'un coup, ça nous enlève déjà une forme de privilège, quoi. Pour beaucoup, hein, se déconstruire, c'est aussi accepter le fait que peut-être qu'on a eu des privilèges auxquels on n'aurait pas dû avoir droit, en fait, et qu'à un moment donné, où en fait c'est un système qui est un peu facile, qui permet d'avoir les gens dans notre poche un peu plus facilement, et que du coup on sait que ça sera plus facile pour plein de trucs, en fait, pour être diffusé, pour être dans plein de médias. Il y a des trucs où enfin voilà, moi je sais que parler de viol et de dépression dans un spectacle, il y a certainement plein de plateformes, de trucs qui vont dire, en fait, nous, c'est chiant, quoi, qui préféreront un truc plus consensuel et qui diront, on préfère commander à, je sais pas qui, un film de merde, mais qui va faire du clic, quoi.
Bon, voilà, je pense qu'un spectacle sur la dépression et le viol, ça fait moins de clics que d'autres trucs, quoi. La question qui est un peu fatigante aussi, c'est pourquoi c'est les minorités qui se déconstruisent. En fait, c'est aussi ça le problème. C'est-à-dire, les minorités sont maltraitées et en plus, elles doivent se déconstruire. Ah oui, parce que nous, en fait, on a dû passer notre temps à nous déconstruire juste pour trouver notre place dans une société qui ne se déconstruit pas. Donc en fait, enfin moi depuis tout petit, j'ai l'impression de pas être à ma place. Du coup, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'essaie de la trouver. Et comment est-ce que ça se fait que je la trouve pas dans ce milieu-là, dans l'image qu'on voudrait que je renvoie, dans la sexualité qu'on voudrait que j'ai. Et du coup, je suis obligé de me poser 1000 questions, en fait, de me remettre en question quotidiennement, tout le temps, juste pour me trouver un semblant de légitimité, quoi. Et c'est juste qu'en fait, il y a des gens qui débarquent aujourd'hui et qui disent, bah, en fait, moi, ça me fait chier de faire ça, ce que j'entends, hein. Enfin, franchement, c'est hyper chiant, hein. Mais en fait, il y a plein de gens enfin, voilà, quand j'entends des mecs comme Bec BD et tout, et je suis là, mais en fait, mec, genre, on peut plus rien dire, et je suis censuré par la menace wokiste. En fait, mec, ferme ta gueule, quoi, parce qu'en fait, nous, les gens qui te pointent du doigt là, c'est juste des gens, en fait, qui, depuis le début de leur vie, se remettent en question H24, en fait. On te demande juste de le faire aujourd'hui à plus de 50 piges où déjà tout est acquis pour toi, en fait. Donc, enfin, vraiment, ferme ta gueule, quoi. Cette remise en question-là était pas forcément évidente à la base, et moi je le vois même chez mes parents, par exemple, qui sont quand même des gens plutôt bourgeois, blancs, qui ont 70 ans et qui s'intéressent à ces sujets-là et qui finissent par se déconstruire aussi quand même, ou en tout cas à faire attention à comment ils parlent de certains sujets et à regarder des films, des documentaires sur lesquels, enfin moi je me souviens de ce documentaire sur la petite fille trans. Sébastien Lichit, ouais. Ouais, petite fille. Petite fille. Ouais, petite fille. Et j'en parle à mon père, je sais plus quand il est sorti, en fait. Il était passé sur Arte, et je lui dis, ah, mais vous devriez tout regarder ça avec maman, etc. Il m'a dit, mais on l'a déjà vu. Et j'ai trouvé ça trop cool, je me suis dit, ok, donc en fait, ça veut dire que ils sont en marche, quand même. Pas avec Macron, mais ils sont en marche, quand même. Je crois que la première référence un peu LGBT que j'ai eue, c'était Stevie Boulet, quoi. Dans Love Story, n'empêche que je pense que c'est le premier que j'ai dû voir auquel la limite d'un coup c'était forcément fallait s'identifier à lui, quoi. Alors que bon, il y a un panel d'homosexuels aussi large qu'il y a un panel d'humains, en fait. Donc moi je crois pas que j'ai non, ma première référence LGBT, c'était Britney Spears, quoi. Ouais, d'épanouissement sexuel, d'émancipation, alors qu'en fait, elle était pas du tout émancipée. Enfin, c'était un truc marketing aussi, mais en tout cas, ça a renvoyé l'image de quelque chose de nouveau et auquel on s'identifiait parce qu'il y avait un truc de liberté, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc oui. Non, mais en fait, c'est comme si on arrivait peut-être, je sais pas, peut-être d'une certaine manière qu'on arrivait peut-être à s'aligner un peu plus, moins clivé, quoi. C'est-à-dire comment Britney elle fait pour chanter I'm a Slave for You en même temps en étant vierge. Enfin, il y a tout ça de manière mondiale pour des petites filles et des petits garçons de 11 ans. C'est le message, il est particulier, quoi. Le message, il est pas clair. Après, à ce moment-là, c'était son 3e album, elle était déjà dans un truc un peu différent du début, quoi. Ça a été de plus en plus sexualisé, quoi. C'est arrivé vraiment, là, c'était le moment où, clairement, c'était plus pour les enfants de 11 ans, quoi. Et côté cœur, Tristan Lopin, j'adore. Côté cœur, on en est où? On en est où côté cœur? Ah ouais, non, mais moi, j'essaie de pas trop parler de ma vie privée. Mais là, les côtés cœur, c'est, non, ce qui est très drôle, c'est que ça soit dans mes vidéos sur Insta ou même dans mes chroniques, etc., les gens pensent toujours que ma vie est celle que je raconte. Voilà, donc ça veut dire que quand je faisais beaucoup de vidéos, je sais pas, tous les jours, les gens devaient se penser qu'il se passait des 1000 trucs dans ma vie, etc. Et donc, je sais pas, les gens pensent que ça fait 10 piges que j'ai personne et que non, enfin, genre la majeure partie du temps, j'ai été en couple d'ailleurs. Et juste, je m'inspirais de toutes mes copines dépressives à côté de moi qui avaient personne, quoi. Mais moi, ça allait super et je m'envoyais en l'air à balle, quoi. Donc, non, je suis juste tombé dans un espèce de truc marketing et vous avez payé des places en pensant que j'étais quelqu'un alors que c'était un gros mensonge. En pensant que j'étais célib alors qu'en fait, non. Bah ouais, franchement, moi, j'ai été en couple avec le même mec pendant 7 ans. Donc, si tu veux, il y a forcément un moment donné, les gens ont pensé que, alors qu'en fait, non. J'ai vu sur ton Insta tout à l'heure, t'as mis une sélection de de films que t'as aimé voir ou revoir, ouais. Et je voyais l'un après l'autre, L'Arnaqueur, donc de Pascal Chaumeuil, comédie romantique un peu à l'américaine avec Vanessa Paradis et Romain Duris, et juste après Gone Girl, et là autre comédie romantique.
Rosamund Pike, Ben Affleck. Ouais. Rosamund Pike fait semblant qu'elle est morte pour accuser son mari, pour pimenter son couple. Ouais. Toi, t'es plutôt arnaqueur ou Gone Girl? Moi, je suis plutôt... ça dépend si c'est pour le film ou pour l'énergie qui est dégagée. Alors non, honnêtement, moi, Gone Girl, j'aime bien ce film, mais j'aime pas la fin, en fait. Donc, ça m'agace. Et il y a surtout un truc très beau qui est au début du film, qui est à la fin du film aussi, où tu sais, c'est elle qui le dit, ou je sais plus si c'est, où il dit, quand on est en couple, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir défoncer le crâne de son partenaire pour savoir ce qu'il y a dedans. Et je me suis dit, tu vois, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être c'est une drôle d'énergie, quoi. C'est une énergie un peu... Ouais, moi, je crois pas du tout qu'il faille savoir ce qu'il y a dans l'énergie, dans le cerveau de son partenaire. Ah, pas du tout, non. C'est comme fouiller dans un téléphone. Ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. Quoi qu'il arrive, on trouve forcément quelque chose qui nous plaît pas. Ou même s'il y a rien dans le téléphone, t'as quand même ouvert le téléphone de ton mec, suspectant quelque chose. Donc déjà, en fait, tu te vois toi dans le téléphone. Non, mais puis il faut jamais faire ça parce qu'il y a toujours une conversation avec un pote où on parle de la personne en pas bien. Non, mais on trouve toujours un truc. Donc non, il faut jamais. Moi, je fais pas ça. J'ai jamais fait ça d'ailleurs. Tu disais tout à l'heure que la scène c'était pas le grand projet, c'était pas le projet initial en tout cas. C'était quoi le projet initial? Moi j'ai fait une école de ciné. Je voulais faire des films. J'ai réalisé 2 courts-métrages et à la base moi c'était un peu le projet. J'ai été costumier dans le cinéma et en fait ça c'est c'était un milieu très particulier et tout. Du coup j'ai arrêté. J'ai commencé à faire des costumes mais pour être costumier mais pour des courts-métrages. Et à bosser à côté pour des marques de luxe et tout en tant que vendeur, quoi. Et c'est là que j'ai rencontré Bérangère Krief qui m'a dit mais avec ce que t'écris parce que je faisais des chroniques pour un blog de potes autour des relations amoureuses et elle m'a dit mais tu devrais trop monter sur scène. Et en fait moi j'avais tellement j'ai tellement un syndrome de l'imposteur, de l'enfer et tout et c'est tellement rassembler beaucoup de gens, une équipe de ouf pour monter pour une équipe de tournage que moi j'avais toujours le sentiment de pas être à la hauteur en fait et je me suis dit au moins sur scène je pourrais raconter des histoires comme ce que je voulais faire mais au moins ça sera moi qui vais les écrire et c'est moi qui les joue donc si jamais ça marche pas je pourrais dire que c'est que à cause de moi donc tant pis et si jamais ça marche je pourrais dire moi c'est grâce à moi donc c'est comme ça que c'est venu et en me disant en voyant un peu au jour le jour en me disant on verra. Du coup je me suis lancé là-dedans, ça a été quand même beaucoup de taf, ça a fini par marcher et tant mieux. Ça s'est enchaîné et puis je me suis dit j'y reviendrai peut-être d'une manière ou d'une autre quoi. Et moi tout ce qui m'apportait c'était d'écrire en fait donc c'est ce que je fais quand même. Et est-ce que l'histoire du viol c'est quelque chose qui pourrait aussi peut-être prendre bientôt un jour un tournant cinématographique? L'histoire du viol, non, je pense pas. J'avais une idée de projet à la base et puis en fait je suis parti sur un autre projet. Là, c'est sous la forme du spectacle. Je pense qu'il faut aussi pouvoir varier un peu les thématiques et donc je pense que si je faisais autre chose là, ce serait pas sur cette thématique-là quoi. Puis je pense qu'il faut avoir un truc à raconter, que ça soit en tout cas visuellement, si c'est un film, d'avoir un vrai projet artistique, visuel, etc. Et que là, pour l'instant, je trouve que la thématique marche très bien dans le spectacle, que j'ai trouvé un truc qui fonctionne bien, donc je préfère la garder telle quelle pour l'instant, quoi. C'est quoi le retour des spectateurs et des spectatrices? Je me souviens très bien que quand je l'ai rodé le spectacle au tout début à Nantes, j'ai un mec qui est venu me voir, qui était avec sa nana et qui m'a dit c'est vachement bien, vous allez changer un truc avec ce spectacle. Moi je l'ai pris, mais je voulais changer un truc dans ma carrière et c'était l'objectif quand même de donner une autre image et d'avoir un truc un peu différent, de véhiculer quelque chose d'un peu différent. Et les gens trouvent ça chouette parce que je pense que c'est osé, que c'est sincère et c'est vrai que ça donne une autre image même auprès des professionnels, de la presse, etc. Il y a quand même un parti pris du coup beaucoup plus osé, beaucoup moins lisse et je pense que c'est ce qui intéresse les gens aussi, c'est de découvrir des gens dans toute leur diversité, leur zone d'ombre. Mais tu le ressens ça en toi, ça? C'est quelque chose que parce que ce qu'a dit ce spectateur, moi je le ressens aussi en voyant ton spectacle. Est-ce que toi tu le ressens? Est-ce que toi, jour après jour, soir après soir, c'est quelque chose qui en toi s'écrit aussi, c'est-à-dire ce que ça fait?
ce que ça produit? Oui, je pense que ça crée une espèce de distance avec déjà ces événements-là, avec toute cette période de ma vie où j'ai écrit le spectacle, qui était une période qui était très sombre aussi, où je ressassais pas mal cette histoire-là, et où j'avais eu, enfin voilà, où j'ai un garçon qui m'a fait beaucoup de mal après une histoire d'amour et tout, et jouer ce spectacle-là, c'est à la fois être de manière permanente dedans, c'est-à-dire que du coup j'en sors pas en fait, c'est comme le premier qui s'appelait dépendance affective, on reste du coup dans un truc qui est bon bah du coup je suis en dépendance affective, du coup là quoi qu'il arrive jusqu'à la fin du spectacle je serai dans cette histoire-là, qui sont des histoires sombres que je ressasse du coup tous les soirs, et en même temps c'est un moyen de prendre de la distance là-dessus, et du coup de moi je pense que ça me construit aussi quoi, on est comme chacun évolue jour après jour. Mais je pense que là, un peu comme une thérapie, moi j'ai fait 10 ans de thérapie et je pense que j'ai gagné certainement 40 ans dans ma vie. Sur des gens qui n'en font pas et qui ont des problématiques desquelles ils devraient pouvoir parler et qui ne le font pas. Donc j'imagine que là, en plus, le spectacle, ça me fait juste avancer encore plus vite en fait, sur plein d'autres trucs aussi. Sur mon désir, ma perception des gens, de comment est-ce que je me comporte avec les autres, avec les garçons, comment est-ce que j'ai envie de construire ma vie sentimentale, professionnelle, l'assurance que je prends aussi, les risques que je prends. Enfin, je veux dire, le fait de prendre un risque comme ça, de parler de ce genre de sujet, de coproduire le spectacle aussi. Là, c'est aussi, je me donne des challenges qui font que, bah, ça m'endurcit aussi, quoi. C'est très beau ça, et c'est très beau de ce que ça crée, en ce sens que, en tant que garçon, tu racontes aussi quelque chose des hommes. Enfin, en tant qu'homme, tu racontes quelque chose des hommes. Et une violence qui est aussi celle des hommes. Qui est peut-être aussi, et je sais pas si tu as réfléchi à ces questions-là, qui est aussi peut-être celle, et de l'homosexualité et de une relation entre deux hommes. Et là, tu disais, j'étais avec un garçon, ça se passait pas bien. Que cette violence-là, elle s'exerce aussi dans un couple homosexuel, parfois, qu'elle est aussi parfois aussi un objet de fantasme, qui sont énormes. C'est des questions, mais genre c'est des trous quoi en fait, c'est des falaises dont on veut tomber. Elle t'habite beaucoup. Elle m'habite, ouais, mais parce que je pense que, ces rapports de force, etc., existent entre les humains de toute façon, quoi, et que moi, de par de toute façon mon vécu, le viol, etc. Enfin, je veux dire, forcément, le rapport à l'autre est compliqué. Dans le rapport de séduction, le rapport à son propre corps, au désir que l'autre peut avoir de nous, il est complètement flingué en fait à la base. Donc c'est un truc qu'on est obligé de remettre un peu à plat. C'est compliqué parce que du coup quand on se construit là-dessus, on n'a pas vraiment de repères non plus et tout. Et je pense que de fait, moi, et de toute façon, les gens, de manière générale, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça, cherchent souvent des réponses au mauvais endroit. Ou en tout cas, pas des réponses au mauvais endroit, mais ils vont chercher des réponses dans les endroits où ça fait le plus mal. Donc souvent, dans les endroits, auprès des personnes dont on sait qu'on va s'en prendre plein la gueule. Moi, il y a des gens comme ça où je savais très bien que ça pue la merde. Mais genre vraiment, je me souviens très bien de ce garçon, je me suis dit, lui, je vais m'en prendre une très violente dans la gueule, quoi. Et c'est ce qui est arrivé. Mais en même temps, je pense que je le cherchais aussi pour peut-être moi avancer sur d'autres sujets. C'est ce qui m'a permis aussi d'écrire ce spectacle-là. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Malheureusement, il y a des gens qui avancent un peu dans la douleur. Moi, j'avoue, je suis un peu comme ça. Moi, maintenant. Mais parce que j'ai mis le doigt sur le truc qui était le plus douloureux, quoi. Donc maintenant, le reste, j'ai plus tellement besoin de chercher des réponses dans les endroits qui font mal, mais oui, enfin. C'est comme une espèce d'obstacle, c'est-à-dire que tu sais que ça va être très haut à sauter et pourtant t'es prêt à le faire. Mais est-ce que t'as peur parfois de pas te relever de la chute, quoi? Non, parce que je pense que quand on prend la décision de sauter à soi, on arrive à se relever derrière. Juste, il faut pas qu'elle. Les gens vont rien comprendre, mais je pense qu'il faut pas se laisser pousser par quelqu'un d'autre. Il faut juste que. Enfin, moi, j'étais arrivé à un moment donné où j'étais là, ok, en fait, je suis coincé dans ce dont j'ai envie dans ma vie perso. J'ai l'impression que ce truc-là me hante, j'arrive pas à m'en détacher. Je fais des rencontres qui sont pas forcément les bonnes. Je cherche un regard chez des gens qui sont pas les bonnes personnes, dont je sais qu'ils me feront pas du bien, mais pourtant j'y vais. Et il y a ce moment où je me suis dit, tiens, tu sais quoi, il y a une brèche, vas-y, j'y vais et je vois ce que ça donne.
Et voilà, bon, c'est se foutre la tête sous l'eau et puis décider de la ressortir tout seul, quoi. Juste, je l'ai mise, j'ai touché bien le fond et puis après j'ai donné un petit coup de talon et avec des potes, ils m'ont aidé à remonter, quoi. Les brassards. Les brassards, ouais, il en a fallu plusieurs, hein, les brassards. Oui, oui. C'est les brassards et la ceinture, tu sais, la petite ceinture. Ouais. La planche, il y avait tout, ouais, il y avait tout. Ouais, c'était un super épisode de Pépite tout en eau. Tout en noyade. Ouais. Non, c'était très cool. Écoute. Merci Tristan. Avec plaisir, merci beaucoup. Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Média présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Mon invité du jour était l'humoriste Tristan Lopin. J'ai monté cet épisode de Pépite, il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Liu. À très bientôt dans Pépite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous parlais tout à l'heure des belles histoires qu'on croise en gare. Des moments auxquels vous avez assisté ou que vous avez vous-même sûrement vécu. Des retrouvailles pleines d'émotions entre amoureux, entre amis, en famille, avec des pancartes, des ballons, ou même l'excitation de l'évasion à venir. Pour toutes vos prochaines aventures, je vous recommande l'application SNCF Connect qui propose de nombreux moyens de mobilité durable à portée de doigt, comme le train, le bus ou le covoiturage. En quelques clics, vous pourrez réserver et acheter tous vos trajets. Et n'hésitez pas à nous partager vos plus belles histoires de train. À très vite!